Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes à Paris. Le climat est moins insolent, je veux dire, c'est de très beau climat de ce côté. Invité, donc, il est là avec moi, Marien Foné Ngombe, auteur, voilà, et l'un des concepteurs du concept Permettez la tautologie So Art. Et puis, avec Marien, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le club Lenda. Marien, je vous dis déjà bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour. Tu connais, c'est un refrain finalement chez moi. Marien, avec toi, avant de parler de ce que la dernière communication, pour ne pas dire le dernier événement que So Art a eu à produire sur la place de Paris, c'était bien sûr la cérémonie dédicace, sinon présentation aussi, hein, de l'écrivain congolais Wilfried Tsonde. Moi, je vais savoir le livre, vous l'avez lu, hein? Oui, je l'ai lu. Le livre, je l'ai lu. Ah, merci. Et donc, Wilfried Tsonde a répondu présent à notre invitation. C'est un livre qui fait un peu date. Je connaissais un peu Wilfried Tsonde parce qu'il avait fait... J'avais lu Le cœur des enfants léopards. Et dans ce livre-ci, le dernier, il parle de l'esclavage et d'une façon assez originale. Ce qui se passe, c'est que c'est un fait historique. Donc il s'est documenté pour l'écrire et ensuite il a fait appel à son imagination. On ne saura pas le pourcentage d'imagination et de faits réels, mais le postulat est le suivant. C'est assez subversif. C'est-à-dire qu'il dit, je lis en filigrane, que ce n'est pas forcément que les Blancs qui viennent à servir des Noirs. En tout cas, l'esclavage, c'est pas ça. C'est plutôt un business. Et dans le livre, il s'évertue à nous expliquer que dans ces sociétés de l'époque, l'asservissement ou la hiérarchisation de la société était existante dans le royaume Congo, mais aussi chez les Blancs, je vais dire, pour prendre un raccourci, mais ici au Portugal, mais aussi en France. Il y a une métaphore même dans le bateau, parce que c'est un prêtre qui est fait ambassadeur au Vatican par son roi. Un prêtre Congo, hein? Un prêtre Congo, absolument un prêtre Congo. Et même dans sa traversée pour aller de l'Atlantique, hein, on parle de la traite du triangle, la traite triangulaire. Il y a des gens en cale, tous ces noirs qui sont asservis. Il y a lui qui a le rang de prêtre, qui n'est pas du tout esclave. C'est un peu ça, aberrant, qui peut être un peu étonnant dans l'histoire qui est réelle au final. Mais également parmi les matelots et le capitaine du... Pardon, ce qui veut dire Wilfried a carrément romancé une histoire vraie. Donc une fiction, mais la fiction n'est que sous son vocable de littérature. Sinon, en réalité, c'est une histoire vraie, mais romancée. Absolument. Je ne vais pas parler pour lui, mais j'ai échangé avec lui. Je sais qu'il a mis 7 ans à l'écrire et il a pris des partis pris assumés. Hein, c'est ce qu'il dit lui-même. Et donc, pour revenir à ce que je disais, pareil, parmi l'équipage, il y a aussi un chef et il y a les matelots qui sont vraiment asservis aussi. Donc, l'idée, c'est dépasser le débat un peu trop binaire qui dit que c'est des Blancs qui sont venus à servir des Noirs. C'est un peu plus complexe que cela. D'où le débat qui était assez intéressant le jour de soir du book. Voilà, et c'est très intéressant parce qu'il parle de la nature humaine, il parle des faiblesses humaines, il parle du goût du lucre, il parle de ce business finalement. C'est un business avant tout, l'esclavage. Et c'est très bien écrit. Et non, mais chapeau. De toute façon, la presse est dithyrambique sur ce roman et je pense que c'est largement mérité. Ouais. Dithyrambique, donc avec assez d'éloges. Marien, vous venez de lâcher cette phrase, vous n'allez pas parler à sa place, mais parlez un peu de vous. Je crois que le tout dernier de Marien, c'était, sauf si je me trompe, hein, c'était sur Bukaka. Absolument. Oui. J'ai 2 publications personnelles et 2 ouvrages collectifs. Et le dernier ouvrage collectif, c'est moi qui suis à l'initiative. C'est en hommage à un écrivain panafricain, un chanteur panafricain qui s'appelle Franklin Bukaka, qui est un chantre de l'indépendance dans le sens où, dans sa démarche, dans ses textes, le fond et même dans la forme, Bukaka est quelqu'un qui compte particulièrement dans l'histoire de la musique congolaise. Donc c'est un ouvrage qui avait permis de faire participer 14 auteurs de différents pays africains. J'espère, c'est prévu venir au Congo, ne serait-ce que les offrir à une bibliothèque. On en reparlera, je pense, après. Et donc voilà. Et j'ai un ouvrage qui sort, c'est un scoop, fin de ce mois au début octobre, qui est un ouvrage aussi collectif, c'est fait par un photographe camerounais qui s'appelle Samuel Njakwa, qui a fait des expositions sur le jazz. Il a appelé 20 participants dans moi, donc je le remercie, j'en profite. Et ça part d'auteurs qui partent d'Algérie à Johannesburg. Donc c'est toute l'Afrique qui est représentée sur cet ouvrage. Il sort bientôt, c'est sur l'Afrique. Et j'ai une nouvelle dessus sur l'Afrique et le mysticisme. Donc j'en reparlerai. Voilà un peu pour l'actualité, mon actualité littéraire.
Maria, puisque nous parlons de Sohar, notamment avec cette production, cet événement, sinon autour de l'ouvrage de Wilfried Sondé, et moi j'étais là, et mon équipe également était là, Freddy, Rodemarie et les autres. Nous allons donc tous sur quelques réactions qui ont été enregistrées ce jour-là sur le livre. L'intérêt de l'auteur, en tout cas la démarche de l'auteur, c'est un petit peu interroger cette dimension de l'histoire qu'on ne connaît pas, en tout cas qu'on ne nous a pas appris de façon factuelle. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entendu, il m'arrive peut-être aussi à me dire, mais la question de l'esclavage, quand commence-t-elle ? Hein, jusqu'où va-t-elle et quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Parce que j'ai entendu les remarques de certains lecteurs, en tout cas ici, et en tout cas je me refuse un petit peu de voir que la faute, elle ne peut pas être seulement dans notre côté. Et tout l'intérêt du travail, en tout cas de Wilfried, c'est essayer de poser le problème en mettant en exergue un personnage qui transcende un petit peu et qui, comme il a dit lui, c'est un petit peu quelqu'un d'intègre. Donc l'intégrité du personnage nous emmène à nous interroger, donc aller au fond de cette question qui est très très profonde, parce que les choses sont loin d'être simples. Et donc moi ce que je retiens en tout cas de cette conférence, c'est évidemment un petit peu cette invitation au voyage, un peu réinterroger nos fondamentaux. Voilà, notre histoire, même notre préhistoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc évidemment, c'est une invitation à aller. Justement, j'espère en tout cas que les enseignants, en tout cas les pédagogues, se saisiront de ce roman, de ce travail, pour repartir, pour l'enseigner, parce qu'on ne connaît pas suffisamment notre histoire. Évidemment, il parle de l'histoire de la traite négrière, mais il s'agit d'un roman. Il ne faut pas qu'on perde de vue que c'est un roman. Je trouve tout à fait intéressant. Bon, alors, je vais d'abord parler de l'aspect purement artistique de l'œuvre. Je trouve que vraiment Wilfried Sondé a produit un livre très brillant. Un livre très brillant sur un sujet compliqué, sur un sujet d'histoire, sur un personnage historique. Donc toute la maestria de Wilfried Sondé a consisté à à habiller le personnage en le liant justement à des aspects historiques qui ont effectivement existé. Bon, maintenant par rapport à la question que vous posez, mon point de vue de sociologue, c'est que je pense que ça nous donne un aperçu en tout cas sur ce qu'était cette période-là. Évidemment, c'est romancé, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez proche de ce qui se passait exactement à ce moment-là. Donc nous, en tant que personnes du 21e siècle, je crois que ça nous renseigne quand même assez bien sur ce qui se passait à ce moment-là, sur comment les choses se passaient. Après, on peut ne pas être d'accord justement avec la liberté prise par l'auteur d'emmener l'histoire de telle ou telle autre façon. Mais je crois que ça nous donne quand même un regard, ou en tout cas une idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. L'histoire de la traite négrière n'est pas suffisamment enseignée. Et alors, disons que, et même les Africains, j'ai l'impression que les Africains, on ne s'est pas encore vraiment approprié cette histoire. Parce que, par exemple, là, je viens d'entendre des propos du genre les Portugais ne sont pas venus s'imposer en Afrique, ne sont pas venus imposer la religion. Je crois que c'est très discutable. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, il y a eu de la violence. Et donc, tous ces aspects-là doivent être expliqués aujourd'hui aux jeunes, à la nouvelle génération, à nous autres qui n'auront pas connu ces histoires-là. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est mon sentiment, j'ai étudié au Congo de l'école primaire jusqu'à l'université, j'ai l'impression que cette histoire n'est pas enseignée, en tout cas comme on l'aurait attendu. On nous donne quelques informations de façon parcellaire, mais on ne nous donne pas vraiment, on ne creuse pas suffisamment pour nous donner des détails sur ce qu'était cette histoire. Et donc c'est dans ce sens-là aussi que ce livre, ce roman de Wilfried Sondé
vient justement pour nous donner quelques informations supplémentaires ou en tout cas une sorte d'idée quand même de ce qui s'est passé pendant cette période. C'est un sujet qui n'est toujours pas résolu, c'est des plaies qui restent ouvertes déjà parce qu'on n'est pas assez documenté sur le sujet. Et Wilfried Nsondé, même s'il reste sur un roman, apporte beaucoup d'éléments historiques qui permettent de voir la traite de manière au-delà du prisme Europe, Occident, Noir, Blanc. Au final, c'est une histoire de pouvoir et de quête de richesse. Donc il questionne l'humain et on se rend compte finalement que chacun de nous a sa part de responsabilité. C'est sur ce postulat-là que le bouquin peut prêter à polémique, mais au-delà une fois qu'on commence à lire le bouquin, on comprend la complexité des situations. On est au XVIe siècle et on voit bien que finalement, les rapports, c'est des rapports entre différents royaumes avec tout ce qu'il y a d'insidieux, de complot et comment dire, on sent de la profondeur de l'âme humaine, quoi. Et c'est pas toujours très beau. Mais on se rend compte que définitivement, c'est pas que les choses se répètent, mais la nature humaine reste la même. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes faiblesses. C'est une histoire de contexte. Et quand on revient sur le contexte, on comprend mieux les faiblesses. Et l'idée, c'est pas de pardonner les Occidentaux, c'est pas la question. Mais même quand on questionne les religions, rien que cela, quand on dit que ils sont venus, les missionnaires, nous inculquer leur religion à eux, en lisant Wilfried Nsondé, on se rend compte que c'était pas au détriment de la nôtre non plus. Donc c'est pas manichéen, quoi. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et effectivement, la nature humaine, on n'a pas fini de l'explorer, de comprendre comment ça marche, quoi, tout ça. Écoutez, pour moi, ce roman résonne encore en moi et il résonne au XXIe siècle parce que c'est pour moi comme un plaidoyer pour arrêter de jouer juste la victime. À un moment donné, il faut qu'on assume notre histoire et qu'on se dise on a été bourreau pour que les choses dégénèrent. On a ouvert la porte, en fait, sans savoir. C'est comme la boîte de Pandore. On ne savait pas ce qui allait en sortir, mais on a ouvert la porte. Ceux qui sont venus se sont servis excessivement, peut-être, au-delà de ce qu'on espérait ou de ce qu'on attendait, mais on a commencé quelque part. Et c'est aussi pour voir la beauté de la culture ancestrale. Parce que ce prêtre, même s'il s'est converti au catholicisme, il n'a de cesse de rappeler que ce qui est sa force, sa beauté, c'est ce qu'il a acquis dans sa culture. Et il fait cet éloge de la femme Congo. Aujourd'hui, la femme, quand on nous parle de la femme, c'est la femme soumise, la femme qui est sous l'homme, etc. Alors que là-dedans, on voit les femmes Congo, celles qui ont bâti en tout cas le royaume, ce sont des femmes qui étaient fortes, ce sont des femmes que les rois d'avant vénéraient et protégeaient. Donc aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas. Et on aimerait parfois, on nous demande souvent de rejeter l'ancestralité, mais là, dans ce roman, on nous dit, si on embrassait ce que nous avions avant, ce que nous étions avant, on irait de l'avant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il résonne et que je veux qu'un maximum de gens le lisent, d'autant plus que même s'il raconte quand même des faits douloureux, c'est fait dans la beauté. Il y a de très bons mots qui nous disent toute l'horreur qu'il y a eu, toute l'horreur que ces gens-là ont vécue, mais c'est fait d'une manière, je veux dire, magnifique. Magnifique de parler de la cruauté, mais ça nous donne envie de le lire, de découvrir et de se poser des questions, de se poser un instant et de dire on a participé, on assume et on avance. Et peut-être qu'en le lisant, on aura un débat sur l'esclavage et sur tout ce qui s'est passé d'égal à égal, où en ne se disant pas voilà, nous on a subi, on a attendu, on n'a rien demandé, et voilà ce qui nous est tombé dessus. Oui, on a eu à subir, mais au départ, on a ouvert la porte. Moi, j'ai eu la chance de grandir, d'avoir été éduqué par ma maman qui n'avait pas fait l'école. Donc j'ai reçu une éducation de Mukongo. Voilà, nous sommes de Boko. Ma mère m'a éduqué, nous a éduqués comme des Bakongo. Et ce n'est pas de la tradition, c'est nous, c'est notre ADN. Et c'est une ressource incroyable de richesse, de valeurs auxquelles j'adhère. Le respect de l'autre, le travail, l'efficacité, la mesure. Voilà, c'est pas un retour aux sources parce que c'est moi. Mon frère qui est historien spécialiste du Royaume du Congo m'a beaucoup aidé dans la recherche de documents relatifs au Royaume du Congo, relatifs à sa création, à ses mœurs à l'époque. Oui. Donc c'était important d'avoir ce corpus historique, scientifique, solide. Parce que
cette histoire est tellement importante, il ne faut pas dire n'importe quoi. Beaucoup ont dit n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est à nous de nous emparer de notre histoire et de la dire, et de dire même ce qui nous gêne dans cette histoire-là. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé pour changer demain. Alors voilà, Foné, on vient de suivre tout cela qui vient de prendre la parole. Finalement, ce art, c'est un concept. Autrefois, c'était parfois, on parle musique, on parle finalement aussi littérature, on parle de façon spécifique. Ce art, c'est déjà quoi déjà? En fait, So Art, le but était de fêter la transversalité de l'art. À chaque fois, on voulait inviter trois artistes. Un écrivain, un réalisateur, un chanteur. L'idée, c'était de montrer que c'était transversal tout ça. Il y avait beaucoup d'événements où il n'y avait pas cette transversalité mise à l'honneur. Donc c'était ça. On a commencé comme ça. On a dû recevoir une vingtaine d'artistes. On a reçu Guy Alexandre Tsunda, Coucou le Nigérian. Voilà, différents Africains qui s'exprimaient, qui vendaient, qui partageaient leur art. Et on a remarqué que certains étaient frustrés, notamment ceux qui aimaient la littérature, qui me disaient ouais, mais finalement on n'a pas entendu assez l'écrivain et on aimerait vraiment, on reste sur notre faim, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment? Et finalement, ce que on a décidé pour cette année, de décliner différemment So Art. Donc le So Art Café va exister avec différents modes d'expression artistique, mais en plus du So Art Café, qui est le tronc commun, on va dire entre guillemets, il y aura des spécialisations. En gros, on a commencé par So Art Book avec Wilfried Tsondé pour rester sur le livre. On a eu quoi, 2h30 sur le livre, les gens ont pu poser leurs questions, et même là, ils restaient sur leur faim. Pour vous dire, même en 2h30, c'était pas suffisant. Donc c'est ça l'idée, pour contenter tout le monde. On va faire So Art Ciné bientôt, et on va décliner ça. Il y a des So Art Live qui vont être faits. Non, So Art Ciné, ça veut dire vous invitez les réalisateurs Non, absolument, il y aura une projection de film suivie d'un débat. Donc l'écrivain va raconter sa démarche, le message de son film, mais ensuite on va appeler des panélistes. Maintenant, à chaque fois, on aura des panélistes de spécialistes ou de passionnés du domaine qui échangeront sur le sujet du jour. Je voulais simplement savoir, finalement, So Art est vraiment diversifié, bien compartimenté. Hein. C'est-à-dire que So Art désormais est vraiment complet. Avant, en fait, il y avait un côté, on survolait certains sujets, mais désormais c'est complet dans le sens où il y a des rendez-vous qui permettent d'aller en profondeur, de savoir qu'est-ce qui a inspiré l'écrivain. Avec l'idée de panel aussi, c'est nouveau. Il n'y avait pas de panel avant. Il n'y avait que le public et l'intervieweuse ou l'intervieweur. Le panel permet à des spécialistes du sujet d'aller un peu plus loin. Et du coup, ça permet aussi au public d'en savoir plus par le prisme des questions de personnes qui se connaissent un peu plus et qui sont censées en savoir un peu plus. Foné, moi je suis congolais, toi tu l'es aussi d'origine, d'autant plus que tu es aussi d'ici, nous sommes en France. Est-ce qu'on peut imaginer demain le concept se produire, par exemple à Brazza, ça peut aussi arriver peut-être à Kinshasa, à Abidjan, pourquoi pas à Malabo? Absolument, en fait ça a été pensé comme ça pour vous dire la vérité. Sauf que je fais beaucoup de choses. Vous le savez, maintenant on se connaît un peu en dehors des plateaux et souvent faire beaucoup de choses, pour ceux qui n'ont pas une approche anglo-saxonne des choses, c'est faire trop de choses. Pourquoi je dis ça? C'est pour rebondir. Je fais So Art, mais je fais aussi on a un laboratoire d'idées avec des amis qu'on a cofondé. Et aujourd'hui la question qui s'est posée, parce que c'est la rentrée, on essaie de déployer différents projets, c'est de savoir est-ce qu'on fait un So Art tout de suite à Pointe-Noire, c'était prévu, ou un club Lenda, on en reparlera, c'est notre cercle de réflexion, tout de suite à Pointe-Noire. J'y ai pensé. Voilà, donc finalement on a tranché, j'ai estimé que c'était plus opportun de faire une conférence donc organisée par le club Lenda, notre club de réflexion à Pointe-Noire qui aura lieu cette année, donc je vous donnerai la date très prochainement, c'est très avancé, et So Art viendra, donc j'ai des contacts au Cameroun, j'ai des contacts en Côte d'Ivoire, mais comme le bébé est assez nouveau, je ne peux pas donner des franchises ou ne pas suivre la réalisation de bout en bout. Donc ça va être fait, logiquement c'est fait pour ça. Non, quand vous dites j'ai ceci, j'ai cela, So Art, vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi avec les autres. Hein. En fait, il y a toujours des équipes derrière. D'accord, mais après... Mais il faut en parler, il faut présenter les autres. Bien sûr. Non, mais je travaille avec Laetitia, par exemple, Mougani qui est dans l'équipe So Art, Christian Kibamba qui est dans l'équipe So Art. Sur le club Lenda, on a lancé avec 6 personnes, mais particulièrement, je parlais d'Aurore Fukissa, d'Arion Samba, d'Alioune Sissé, qui ont bossé sur le lancement du cercle de réflexion. C'est des équipes à chaque fois.
Après, ceux qui travaillent pour Swart ne travaillent pas pour le Club Lenda. Ceux qui lisent Swart au Club Lenda, par exemple, c'est ma personne. J'ai une association, c'est peut-être pas le jour d'en parler. Il y a aussi des équipes. C'est impossible de le faire seul. Il faut plusieurs mains pour obstruer le trou d'une jarre, comme on dit. Donc c'est un travail collégial. Mais après, il faut accepter le leadership de manière claire. Donc j'impulse l'idée, mais je ne peux pas le faire seul. Comme quoi, l'hommage à la vérité ne doit jamais offusquer. On ne doit pas aussi se gêner de parler de soi. Hein. Non, je pense que j'ai un certain âge et pendant longtemps, j'ai toujours voulu me justifier en me disant est-ce que ça peut être pris pour être un but de soi ou pas. Mais je trouve qu'il faut assumer les choses et même pour faire adhérer les téléspectateurs ou des potentiels partenaires à nos projets, faut se raconter soi un minimum. Donc humblement, je vais tenter à le faire de plus en plus, qu'on comprenne la cohésion du projet. Sinon on dit mais il fait Swart, il fait le Club Lenda, c'est quoi? Moi aujourd'hui, la démarche c'est valoriser le continent. Et le continent, il y a deux chevaux de bataille, la culture et l'économie. L'économie c'est le nerf de la guerre. Mais la culture, ça donne une hauteur de vue et certains n'ont pas compris que la culture c'est vraiment l'essence même d'un pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis supplantent la Chine malgré le progrès économique qu'on peut connaître. Donc voilà, donc on s'évertue à travailler dessus et surtout on apprend tous les jours. On apprend grâce au Club Lenda, on a un club d'experts désormais, on apprend tous les jours et je veux insuffler ça à la jeunesse parce que mine de rien aujourd'hui j'ai beaucoup de petits frères qui comprennent ça, que voilà, qu'ils seront meilleurs que nous parce que c'est une autre génération Y, les médias et tout ça. Mais il faut réellement leur dire allons-y et osons des choses quoi. Et puis ne jamais se gêner d'assumer ses idées. Hein. Absolument. Il faut assumer ses idées et il faut réussir, il faut échouer vite. Échouer, c'est-à-dire qu'il faut tomber tôt pour se relever et construire. Il n'y a qu'en tombant qu'on construit. Moi aujourd'hui j'ai une association que j'ai créée depuis 2014, j'en parle peu, je vais lâcher le nom, c'est Akwa Moussé, on est une vingtaine de personnes, on fait des actions tous les 3 mois à Makwa, parce que le peuple Akwa est un peuple encore dans la démarche panafricaine qui est représentée dans différents pays africains, Mozambique, Madagascar et tout ça. Donc voilà, c'est insufflé de cette idée de faisons ensemble. Et voilà, c'est qu'il faut faire des choses. Dans mon parcours professionnel, j'ai fait différentes choses, j'ai fait différentes boîtes, comme tout le monde. Mais il faut vraiment... les idées ne suffisent pas. Il faut agir et échouer tôt. Il faut agir, il faut emmener les gens à agir, mais s'entourer des personnes qui nous aident à agir de manière efficiente. Agir, c'est aussi poser l'acte. Moi, je reviens au Club Lenda. Le Club Lenda, c'est plus ou moins économique, sauf si je me trompe. Oui, c'est socio-économique exactement. On a eu quelques rencontres, je vais vous donner quelques thèmes pour permettre de circonscrire un peu notre domaine. Hein. On a parlé des terres arables, l'accaparement des terres arables. Ça concerne moins notre Congo à nous, ça concerne plus l'autre Congo, le Grand Congo, le Soudan. Exactement, qui sont, voilà, toutes ces terres-là qui sont vendues un peu au-delà de la réglementation parce qu'elle était inexistante tout simplement. Et ça met à mal tout simplement même l'exploitant agricole qui est finalement le poumon de l'économie du continent. Et qui aussi, on sait maintenant, tout ce qui est le domaine agriculture, c'est un peu ce qui permettra l'essor du continent demain. Tout ça, enfin demain, c'est aujourd'hui que ça se prépare, quoi. Donc voilà les sujets qui ont été traités, la diversification de l'économie. On a invité des spécialistes, Lucien Pambou, peut-être que vous connaissez. On a invité le professeur Nafi Mohamed, qui est de la Tunisie. Et voilà, on le fait là, dans le 2e arrondissement, près de la place Vendôme, tous les 2 mois. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut être dans cette énergie-là. Cette énergie-là qui crée, ces vibrations qui créent des ondes positives ensuite, quoi. Demain se prépare aujourd'hui, sauf si demain c'est déjà aujourd'hui. Voilà. Moi, je viens à parler de cette conférence sur le panafricanisme que vous entrevoyez déjà, je ne sais pas trop quand et où. Alors, en fait, la conférence sur le panafricanisme aura lieu à Pointe-Noire. L'idée, c'est, je me suis rapproché d'une association de jeunes qui s'appelle Génération Dorée, dirigée par Ashley Bayonne. C'est mon cousin, voilà. La famille, c'est le premier réseau. Et l'idée, c'est parler à ces jeunes-là, parler de panafricanisme sans faire de prosélytisme. Parce que ça biaise l'échange. Donc l'idée, c'est de dire qu'on y est. On parle aujourd'hui de l'intégration du continent. On parle de la zone spéciale. On y est. Tout ça, c'est des idées panafricaines qui sont c'est pas qu'une utopie, le panafricanisme. Hein. L'utopie en soi c'est bien parce que c'est les utopistes qui emmènent les grandes idées. Mais je veux dire que le panafricanisme abordé de manière pragmatique, c'est le but de la conférence. Donc il y a Hamzat Boukari qui a écrit un bouquin il y a moins de 3 ans sur le panafricanisme qui est reconnu en Afrique, hein, qui sera là. Et il y a des noms qui vont être confirmés. Il y a une écrivaine, il y a moi, j'interviendrai. L'idée c'est le panafricanisme, enjeu économique et culturel.
on a des sommités comme Théophile Obenga au Congo qui représente ce grand courant-là, mais on va y aller vraiment de manière circonspecte. On ne va pas aborder la partie politique, mais la partie économique et culturelle, et de manière plus factuelle, et de manière à ce que les jeunes aient ça dans leur corpus intellectuel. Qu'ils adhèrent ou pas, ce n'est pas la question, mais qu'ils sachent ce que c'est, et qu'ils comprennent un peu ce que c'est, qu'ils se construisent avec ça. En tout cas, Marien, voilà, nous parlions déjà de cet événement où vous avez invité Wilfried Tsonde qui a présenté donc son livre. On va repartir vers le reportage qui est passé sur les antennes de Télé Congo, notamment au Grand Journal, le journal de 20h et bien d'autres des éditions du journal suivant. C'est vrai, au risque de se répéter un peu, on va revenir sur ça parce qu'on a vu aussi les mêmes, mais la version télé qui est passée au journal, on va proposer aux téléspectateurs. Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried Tsonde nous revient avec cette histoire non dite, j'allais dire, cette histoire non racontée. Cette Afrique du temps de l'esclavage, ce Congo d'autrefois, les leçons non tirées. Concepteur de ce art, Marien Foné-Ngombe tire la leçon. C'est un sujet qui n'est toujours pas résolu, c'est des plaies qui restent ouvertes, déjà parce qu'on n'est pas assez documenté sur le sujet. Et Wilfried Tsonde, même s'il reste sur un roman, apporte beaucoup d'éléments historiques qui permettent de voir la traite de manière au-delà du prisme Europe, Occident, Noir, Blanc. Au final, c'est une histoire de pouvoir et de quête de richesse. Et l'on s'est dit, l'Afrique doit se réapproprier son histoire. L'histoire de la traite négrière n'est pas suffisamment enseignée. J'ai l'impression que les Africains, on ne s'est pas encore vraiment approprié cette histoire. Roman de fiction et pourtant aussi de formation et information, l'auteur insiste sur l'intégrité et la moralité de son héros. La cohérence dans la narration est ici constatée. Mais ce qui m'a fasciné, c'est ce personnage-là, c'est que lui, du début jusqu'à la fin, il reste intègre. Il a cette force de braver les puissants de son monde, que ce soit le roi du Congo, le roi du Portugal, le pape lui-même, il brave tous ces gens-là simplement en restant intègre. C'est un peu, il ne se bat pas pour la paix, il obtient la paix par la paix et par son intégrité. Et ça, c'est très fort. Après Le cœur des enfants léopards et bien d'autres romans, l'auteur nous surprend avec celui-ci très revendicateur, Un océan, deux mers, trois continents. Oh, en fait, ça serait me faire plaisir. Si je vous dis quelle est votre réaction après ce reportage, bon, voilà, c'est lâché. Alors, écoutez, donc j'y étais, je suis un peu jugé parti, mais je réécoute Wilfried Tsonde et je pense à ce roman. Je dis aux gens de lire ce roman et de rester sur un personnage qui s'appelle Martin. Ce personnage, c'est-à-dire le prêtre est quelqu'un d'intègre, comme il dit, de quelqu'un de droit, mais à un moment donné, il devient borderline, comme on dit, dans la relation avec Martin, mais je ne peux pas en dire plus. Donc lisez, essayez de rester sur Martin, c'est excellent ce qui se passe après. C'est vraiment excellent. Il y a toujours en chantier quelque chose qui se prépare avec toi. Le temps nous est imparti, mais n'empêche qu'on y revienne. Si on peut encore revenir sur le dernier de Marien Foné-Ngombe. En fait, c'est la publication. Nous sommes en littérature. Absolument. Publication de l'ouvrage collectif qui s'appelle Africa is Music, initié par Samuel Njakwa. C'est un beau livre. Ce qu'on appelle un beau livre, c'est un livre de 200-300 pages avec des photos d'artistes, de Rumbero. Bien illustré. Absolument. Donc il y aura des photos de Serge Essou, d'autres artistes du Sénégal et autres. Et il y aura des textes, il y aura des interviews, il y aura ma nouvelle, il y aura différentes choses. Donc il y a le vernissage qui est prévu, mais j'en reparlerai je crois à la fin de ce mois, au début octobre. Et vraiment c'est un projet qui me fait beaucoup plaisir. Et je suis depuis maintenant, 2 ans je crois sur mon roman. Et vraiment je pense que je tiens le bon bout là, je vais arriver à la fin de ce roman qui me tient vraiment à cœur. Voilà pour le côté littéraire des choses. Bon, Marien, cette insistance va être certainement prise pour une provocation à Brazza. Vous arrivez quand à Brazza avec tant d'initiatives telles que vous le faites ici à Paris? Concrètement, le mois de novembre, si les ancêtres et si les dieux le veulent bien, parce que ces choses-là vont de pair et ne sont pas contradictoires, contrairement à ce qu'on veut dire, en novembre, je serai à Brazza et je serai également à Pointe-Noire pour la conférence et j'offrirai quelques bouquins et je ferai également des dédicaces en marge de la conférence. Voilà, c'est lâché. Si les ancêtres, si les dieux le veulent. Non, je ne vous savais pas aussi
traditionnaliste, ce qui n'est d'ailleurs pas de mauvais. Hein. Non, je pense que faut pas croire que, faut pas toujours faire des choix. Faut faire juste c'est une sorte de dosage et de compromis, sans faire de compromission. Voilà. Voilà. Faire des compromissions, c'est savoir négocier aussi. C'est l'acceptation de l'autre. On est dans la philosophie de l'altérité. Marien, moi je vous dis merci. Merci à vous donc d'avoir accepté, moi j'affectionne le terme, accepter de jouer le jeu, quitter là où vous êtes et arriver ici. Nous sommes au cœur de Paris. Je ne dis pas où. Ceux qui ont eu la chance, si ça en est une, d'arriver en France, peuvent à travers les lieux, puisqu'il y a eu les images d'insert, voilà, découvrir où nous sommes. Je ne provoque personne, mais on m'a dit que c'est déjà une provocation. Invité du dimanche, ainsi donc s'achève cette émission. Oh, merci à vous, hein. Merci, merci. Jamayo